Bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre séance publique de consultation qui concerne le projet de résolution PP38. Alors, le projet qui va vous être présenté ce soir vise à autoriser la démolition d'un bâtiment commercial et la construction d'un projet mixte sur les lots 1 929 294 et 1 930 574, deux lots qui sont situés au coin de l'avenue Lafleur et de la rue Clément, et ce, malgré certaines dispositions prévues à la réglementation. C'est un projet qui va permettre de créer un milieu de vie complet avec des logements privés, des logements hors marché, un espace commercial et une stratégie paysagère ambitieuse. On a déjà en conseil d'arrondissement adopté le premier projet de résolution lors de la séance du 4 mai dernier. Alors ce soir, on va vous présenter le projet et recueillir les commentaires des citoyens. La présentation va être effectuée par Mireille Girard, conseillère en aménagement, et je suis aussi accompagnée ce soir de David Ross, chef de division urbanisme, de Simon Provost-Goupil, greffier, et de Pascal Lavoie, directeur de l'aménagement urbain et des services aux entreprises. Alors, je tiens à remercier les personnes qui se sont déplacées, les personnes qui nous écoutent en ligne. J'aimerais saluer de façon toute particulière Monique, qui doit nous écouter ce soir, qui est une ex-employée de l'arrondissement, qui est très intéressée à connaître l'étendue de ce projet. Alors, sur ce, Mireille, je te laisse la parole. Merci. Donc, le déroulement de la présentation va se faire comme suit. Je vais commencer par une mise en contexte du projet. Ensuite, je vais embarquer dans la description plus concrète du projet. Je vais présenter les dérogations à la réglementation. Ensuite, je vais vous montrer l'analyse de conformité qui a été effectuée. Puis finalement, je vais passer la parole à Simon qui va présenter le processus d'adoption. Donc, on débute avec la mise en contexte. Hem, le site, comme vous pouvez le voir, comme ça a été mentionné, se situe au coin de l'avenue Lafleur et de la rue Clément, également de la rue Quinlin et Jean Milot. Puis, il représente un îlot complet, qui est vraiment situé à la limite nord du secteur La Salle-Ouest. Ce qui est important de comprendre, c'est que le site qui est visé, en fait, exclut la série, d'habitations ou de type plex qui sont isolées, au nord, du site, là, faisant face à la rue Clément. C'est un site qui est situé à la jonction de zones, à différentes vocations, comme vous pouvez le voir. Donc, au nord et à l'est du site, on a vraiment un tissu résidentiel de faible à moyenne densité, tandis qu'à l'ouest, de l'autre côté de l'avenue de la Flore, on a vraiment un secteur à vocation mixte qui est composé principalement de commerces, mélangés avec quelques usages industriels concentrés plus au nord. Puis finalement, au sud, on a une zone, à dominance industrielle. Puis, c'est ça. Donc, le projet se positionne vraiment, comme un espace de transition entre ces différentes zones. Puis, il a été conçu dans une optique de cohabitation harmonieuse des usages environnement, mais en jouant également un rôle de lien puis de continuité entre, ces différentes zones. Donc, si on va plus précisément là, dans le contexte environnant, à l'est du site, on a le projet Univers qui est en construction présentement. Donc, plus au sud, le projet fait face en fait au futur parc public du projet Univers. Puis, plus derrière le parc, en fait, là, c'est la portion qui est dédiée au multilogement. Donc, c'est là qu'on a le plus de densité sur ce site-là. Puis plus au nord, on a, les triplex du projet Univers. Donc encore une fois, c'est là que se concentre la densité de ce projet-là. Au nord du site, comme je le mentionnais, on a une série de plex, isolés ou semi-détachés de faible densité là, d'environ 2 étages. À l'ouest du site, c'est là qu'on a notre zone, mixte avec, l'avenue Lafleur, en fait, là, qui est composée de majoritairement de commerces. Donc, on a le Sami Fruits, au nord du site, puis en bas, on a, hem, pardon, en bas, on a, je me suis trompée. On a d'autres commerces, qui sont variés, mais qui font plus front, à la rue. Encore une fois, c'est la continuité de la place, Sami Fruits.
Au sud du site, c'est là qu'on a notre, zone industrielle avec le Interpropane, LaSalle, plus à l'ouest, puis à l'est, on a une friche, industrielle, tout simplement. Donc, la propriété se trouve dans 2 zones. On a une zone, la zone H0836 qui autorise là, du logement multifamilial, puis on a la zone C0814 dans laquelle se trouve, l'établissement commercial là, qui est toujours présent sur le site. Hem, puis c'est ça. Donc, les caractéristiques du site, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un terrain qui est extrêmement vaste. Donc, on parle de 29 000 carrés. Donc, c'est vraiment une très grande superficie pour un terrain qui est situé en zone urbanisée comme ça. Il est majoritairement vacant, à l'exception du commerce là, Popura Express, qui, euh, qui va être démoli, en fait, là, puis qui est fermé définitivement présentement. Si on fait un peu l'historique de la propriété, vous savez, avant, en fait, le site était, il y avait l'usine, en fait, Arborite qui était présente sur le site. Il y a eu des travaux de démolition en 2022-2023. Suite à ça, on a adopté là, la planification détaillée, la salle ouest. De cette planification découle, une grande vision puis des orientations qui ont guidé le projet que je vais présenter là, de façon subséquente. Puis finalement, 2 ans plus tard, c'est là qu'a commencé le début des négociations pour le redéveloppement du site en mai 2025. Donc ça fait 1 an quand même qu'on travaille là, sur, l'élaboration de ce projet-là que je vous présente aujourd'hui. Donc, je reviens sur la planification, détaillée parce que c'est important de comprendre, les principales orientations parce que vraiment, c'est ça qui a orienté, le projet. Donc, dans la planification, on vient définir 4 pôles d'ambiance qui sont distincts pour lesquels il y a eu des balises d'aménagement qui ont été définies pour générer différentes ambiances puis répondre aussi à différents besoins. Puis le site du projet se trouve dans le pôle mixte, comme vous pouvez le voir, il est vraiment à la limite nord-est, de l'ARTAD, en fait, là. Puis l'orientation principale de ce pôle-là de mixité, c'est vraiment d'offrir un milieu de vie complet, inclusif, et résilient, puis qui conjugue la fonction résidentielle, offre commerciale et services, de proximité. Les principales orientations, ben, les objectifs, en fait, qui découlent là, de cette orientation-là, c'est premièrement de moduler les typologies bâties et les hauteurs, avec une concentration des hauteurs plus sur l'avenue Lafleur puis la Jean-Milot, puis la rue Jean-Milot, pardon, puis avec une gradation vers les quartiers résidentiels au nord et à l'est. Ensuite, on a l'objectif d'encadrer puis d'assurer un front bâti le long des voies publiques, notamment, le long de Lafleur, encore une fois, et de, Jean-Milot. Ensuite, assurer une présence commerciale, donc prévoir des locaux commerciaux, en fait, là, dans les nouveaux développements immobiliers. Puis finalement, prévoir des réseaux actifs qui assurent la connexion entre, les différents sites. Finalement, pour de vrai, favoriser aussi les usages d'animation, donc animer les rues Lafleur et Jean-Milot avec, des usages qui vont être ouverts au public puis qui vont créer de l'animation puis de l'achalandage. Donc, c'est ça, comme je mentionnais, à partir de ces, objectifs-là qu'on est venu, élaborer le projet. Puis, c'est à partir de ça qu'on le concept du projet, en fait, s'est articulé. Puis avant de présenter la programmation détaillée, je pense que c'est important de faire, un retour sur l'approche conceptuelle qui découle de la planification, puis qui a vraiment agi comme fil conducteur de l'idée initiale jusqu'à l'encadrement réglementaire. L'approche mise sur une gradation des hauteurs, comme vous pouvez le voir, de la zone commerciale vers la zone résidentielle, sur une fragmentation puis une modulation des volumes qui permet à la fois d'encadrer, les voies publiques puis d'assurer une perméabilité sur tout le site. L'approche mise également sur l'aménagement d'un lien actif structurant est-ouest, et sur la dynamisation et l'animation des lieux de rassemblement, des cours intérieurs puis des différents espaces verts qui composent le projet. Puis finalement, l'approche, conceptuelle repose sur, le verdissement accru du site, en limitant la circulation automobile au cœur du site, puis en favorisant plutôt, la mobilité active. Donc le projet,
Il est composé de 575 logements privés répartis dans 5 bâtiments, heu, dont les unités varient là, de 100 à 150. Les bâtiments qui sont les plus denses sont ceux qui sont sur, l'avenue Lafleur. Hem Ensuite, on va avoir un 6e bâtiment qui va pouvoir accueillir environ 130 logements hors marché. Encore une fois, celui-là, vu qu'il est plus dense, en fait, il est positionné près de l'avenue Lafleur, au coin de la rue Clément. Puis finalement, on va avoir un local commercial d'environ 400 carrés, encore une fois, là, près de l'avenue Lafleur, là, pour être en cohérence avec la transition de la zone commerciale qui est juste de l'autre côté de la rue. Au niveau de l'implantation, le projet les bâtiments sont positionnés de façon à calquer, le cheminement naturel des piétons, d'où le dégagement complet d'est en ouest du projet, puis le décalement des façades au coin de l'avenue Lafleur puis de la rue Jean-Milot. Les bâtiments sont également positionnés de façon à encadrer l'avenue Lafleur et la rue Quinlan, donc c'est les façades les plus longues qui sont orientées vers ces rues-là. Puis finalement, l'articulation, des bâtiments permet l'aménagement de cours intérieures privées, mais qui demeurent tout de même connectés avec, le reste, du projet. Puis on a des façades comment que les bâtiments sont articulés en fait là, on a réussi à venir ceinturer le boisé transversal là, qui est le lien est-ouest et la place civique, dans une optique d'animation des lieux, mais également de sécurisation. Au niveau de la hauteur et de la volumétrie, comme j'ai mentionné, on a une gradation des hauteurs de l'avenue Lafleur vers les zones résidentielles à l'est. Donc, on a du 6 étages le long de l'avenue Lafleur, puis on descend à 4 étages avec un retrait du dernier étage, là, plus on s'en va vers la rue Queenlin. Au niveau de l'architecture, le projet est mis sur un traitement de qualité et éco-responsable avec l'utilisation principale de maçonnerie comme revêtement extérieur. Puis, il propose plusieurs, éléments pour venir contribuer, c'est ça, à, la transition écologique. Donc, des toitures végétalisées, dans une proportion de 30. Le restant des toitures vont être blanches. Les enveloppes des bâtiments sont prévues pour permettre le respect des seuils de confort acoustique, notamment, dû à la présence de l'avenue Lafleur. Hem Les bâtiments prévoient également des locales d'entreposage temporaire, pardon, au sous-sol de chaque bâtiment pour les logistiques de déménagement. Puis, chaque bâtiment, en fait, aussi va être muni d'un système interne de collecte des matières résiduelles qui assure, l'égalité d'effort entre tous les gestes, de tri, donc autant pour, les ordures ménagères, le recyclage que le compost. Au niveau de la mobilité, le point fort, du projet, en fait, c'est vraiment le corridor actif est-ouest que j'ai déjà mentionné. Donc, le site est vraiment scindé en 2 pour pouvoir, permettre la fluidité des déplacements actifs dans cette orientation-là. Puis, le projet est également composé de la promenade centrale, qui va être éclairée et conviviale, qui est accessible aux transports actifs et aux véhicules de service, uniquement. Donc, le cœur du projet vraiment va être dédié aux piétons et aux cyclistes et autres formes, de déplacement actif. Heu, pour justement venir restreindre en fait là, l'utilisation de l'automobile au cœur du site, on va venir avoir une gestion, des accès, aux abords, en fait, aux entrées là de la promenade, avec un traitement différencié au sol, par exemple. Ensuite de ça, on a un nombre limité d'entrées charretières, donc essentiellement, on a les entrées qui mènent à la promenade centrale, puis on a, 2 entrées, qui mènent au stationnement souterrain. Donc de cette façon, on vient, sécuriser les lieux tout en, conservant une certaine fluidité, là, au niveau des déplacements. Puis, finalement, il va y avoir 2 zones de débarcadère qui vont être aménagées le long de la promenade pour, toute la question des livraisons, pour éviter que les véhicules doivent se stationner, au centre de la ruelle puis qui, bloquent la voie pour, les autres déplacements.
Au niveau du stationnement, on a seulement 8 cases extérieures, donc on a 5 cases pour, le local commercial près de l'avenue Lafleur, puis on va avoir 3 cases, qui vont être pour les usages résidentiels, du, Plex qui est aligné avec les autres Plex. Sinon, le reste des cases de stationnement sont vraiment situées au sous-sol. Donc, on a 284, cases dont, ce qui correspond à un ratio là de 0,5 cases par, logement. Donc ce ratio-là qui est quand même inférieur, nous permet d'avoir des dalles de stationnement qui respectent, majoritairement en fait, l'empreinte des bâtiments, l'emprise des bâtiments. Donc, ce que vous voyez, les traits en rouge, c'est l'emprise des bâtiments, puis on voit que les dalles respectent l'emprise qui permet de maximiser en fait là, la plantation en pleine terre, au niveau de l'aménagement paysager. Puis dans ces cases de stationnement-là, on va avoir 10 de bornes électriques. 100 des cases vont être pré-câblées, ce qui va permettre l'aménagement de futures bornes électriques, ce qui facilite grandement en fait les travaux là, pour la conversion. On a 5 des cases intérieures qui sont réservées aux visiteurs pour éviter que les gens se stationnent sur la promenade centrale. Puis, on a également un stationnement pour vélo par logement, dont 80 vont être, situés, à l'intérieur, minimalement. Au niveau de la stratégie paysagère, je vous ai parlé du lien là, actif est-ouest qui traverse le site. Ben c'est pas, uniquement un lien, une connexion, piétonne. En fait, là, ça constitue également, hem, un corridor de biodiversité qui va cheminer vers le nouveau parc du projet Univers, avec une densité minimale, de plantation à 3 niveaux de hauteur. Il va y avoir également l'aménagement d'une place civique, donc face à l'espace, commercial, qui va être accessible à tous les citoyens, d'une superficie de 800 carrés, donc c'est quand même significatif. Ensuite, au niveau des cours intérieures, il y en a une d'entre elles qui va être aménagée comme une zone de potager urbain avec des arbres, fruitiers, puis des espaces qui sont dédiés à l'agriculture urbaine. Et finalement, la seconde cour intérieure va être aménagée comme une zone de jeu pour enfants là, avec du mobilier, pour les enfants. Donc, étant donné l'envergure du projet, dont la réalisation risque de se faire en plusieurs phases et de s'échelonner sur plusieurs années, c'est nécessaire de venir définir des nouveaux objectifs et critères d'évaluation, concernant l'architecture puis l'implantation des bâtiments, afin de permettre, une flexibilité dans la réalisation du projet à plus long terme, mais de tout de même s'assurer de conserver une cohérence et le même gage de qualité, entre, chacune des phases de réalisation. Donc je vais vous les présenter, rapidement. Le premier objectif concerne le traitement architectural. Donc, le but, c'est vraiment que le projet confère une identité architecturale qui est distinctive et contemporaine. Puis que l'architecture, en fait, mise sur la fragmentation des volumes, puis en assurant une transition harmonieuse, aux abords résidentiels. Donc, il y a plusieurs critères, pour, venir répondre à cet objectif-là, qui concernent la volumétrie. Premièrement, hem, on souhaite avoir une fragmentation puis un décalage, des façades pour venir briser l'effet de longueur puis l'effet de masse, notamment, avec des jeux de volume aussi en saillie puis en retrait. Puis, un retrait des derniers étages, sur Quinlan, encore une fois, là, pour la transition vers les milieux moins denses. Au niveau de la matérialité, on mise vraiment sur l'utilisation des matériaux qui sont locaux avec, déclaration environnementale. Hem, la brique d'argile est privilégiée, pour gage de qualité, puis on s'assure que les revêtements légers là, sont vraiment de qualité supérieure, puis que les composantes architecturales qui sont ajoutées sont distinctives, contemporaines et qui ont réellement une plus-value. Au niveau des ouvertures, les ouvertures sont positionnées de façon à optimiser la performance, énergétique, notamment là, avec l'ensoleillement, l'éclairage naturel, puis la ventilation. Puis également au rez-de-chaussée, ils sont positionnés pour avoir, une transparence des rez-de-chaussée pour favoriser l'animation, notamment le long là, des espaces, publics.
Puis pour l'animation justement, les bâtiments vont être, munis de on souhaite en fait qu'ils soient munis de coursives sur les cours intérieures avec, des placettes d'entrée animées également. Puis, les entrées résidentielles vont être, lisibles, et sécurisées. On a également un objectif pour, l'espace commercial, puis c'est de faire en sorte qu'il soit visible, accessible et animé, puis en relation directe avec la place civique, puis les parcours piétonniers. Donc évidemment, on va favoriser un positionnement qui est stratégique avec une vitrine transparente et ouverte. Puis, on va favoriser l'aménagement d'un espace, confortable face à l'espace public, qui va favoriser, les, les échanges puis la socialisation. On a un autre objectif, concernant la gestion des interfaces pour s'assurer d'avoir une bonne adéquation entre, les espaces publics et privés, puis pour favoriser l'encadrement puis l'agréabilité des lieux. Donc, évidemment, parmi les critères, il y a l'implantation des façades, des bâtiments en fait là qui, encadrent les espaces publics. L'aménagement de rez-de-chaussée à échelle humaine, donc pas de surhauteur. Puis, l'entreposage temporaire, des matières résiduelles, fonctionnelles et discret. Au niveau de la connectivité puis de la mobilité active, l'objectif, c'est d'accroître la perméabilité du site, grâce à la promenade centrale, puis grâce à un parcours actif, qui est sécuritaire et accessible. Donc, on a plusieurs critères là, pour répondre à cet objectif-là, comme la restriction de l'accès véhiculaire au cœur du site, l'accessibilité des allées piétonnes à partir des voies publiques, la connexion continue des espaces verts, l'aménagement de zones d'ombrage pour le confort, l'aménagement d'un parcours cyclable également, puis le positionnement des supports à vélo de façon stratégique. Finalement, pour la stratégie paysagère, on a, l'objectif de structurer, en fait, là, la stratégie autour du boisé urbain, transversal et du réseau d'espaces verts. Il y a beaucoup de critères, là, pour venir répondre à cet objectif-là, qui touchent notamment la végétation pour qu'elle soit abondante, des aménagements qui sont variés, distinctifs, avoir des plantations qui sont, tolérantes, là, aux conditions urbaines et qui sont, diversifiées également. La stratégie, devrait prendre en compte également, les zones de cuvette, puis la gestion durable des eaux pluviales. Puis au niveau du mobilier, on souhaite avoir du mobilier qui est durable, robuste et à faible empreinte carbone, puis des matériaux au sol qui sont pâles et durables. Hem, Finalement, un éclairage, de tout ce parcours piéton-là qui est sécurisé, mais tout de même, maîtrisé pour éviter la pollution lumineuse. Donc, évidemment, un projet de cette ampleur-là peut difficilement se réaliser en étant conforme à l'entièreté de la réglementation en vigueur. Donc, il y a des dérogations, qu'on doit prévoir à notre réglementation actuelle pour pouvoir, le permettre sa réalisation. Donc, je vais y aller quand même assez, rapidement. Les premières dérogations concernent, le règlement de démolition. Donc, tout simplement, c'est en lien avec la documentation qui est exigée lors, de la demande. Donc, il y a différents documents qui sont jugés pas nécessaires, là, dans le cadre, de ce projet-là, donc qui ont été, retirés, puis le requérant n'aura pas à les fournir. Au niveau du règlement de lotissement, on a des dérogations, par rapport, aux superficies minimales. Ça touche principalement le lot 4, qui est de plus petite taille, qui ne correspond pas là, aux dimensions minimales qui sont prévues au règlement présentement. Ensuite, les dérogations au niveau du règlement de zonage, donc on déroge, au niveau des usages. Pour, venir autoriser en fait le commerce, puisque présentement, c'est uniquement de l'habitation là qui est autorisé dans la zone H0836. Puis on permet également l'ajout d'habitations, bifamiliales et trifamiliales, parce que c'est pas autorisé présentement. On déroge au nombre de logements. Présentement, c'est assez restreint, donc on est à 12 logements minimal et maximal. Donc évidemment, on dépasse là, ces nombres-là comme je l'ai mentionné tantôt. Au niveau de l'implantation, encore des dérogations par rapport, aux superficies minimales, d'implantation, puis par rapport aux largeurs des bâtiments.
Hem, Au niveau des marges, les marges, sont quand même assez variées là, présentement pour le projet. Donc, sont quand même, les marges de recul sont quand même, moins importantes que qu'est-ce qui est autorisé présentement, à la réglementation dans certains cas. Au niveau de la hauteur, présentement, le règlement nous permet seulement 2 étages. Donc, évidemment, on déroge à ça pour, autoriser du 3 à 6 étages. Puis la hauteur en mètres, là, c'est similaire, là, donc, on dépasse à ce niveau-là également pour, autoriser du 13 à 22 mètres. Il y a des rapports, qui sont prévus à la réglementation, donc le coefficient d'occupation au sol maximal, puis le rapport bâtiment-terrain, maximal qu'on vient, dépasser également. Au niveau du stationnement, là, il y a plusieurs dérogations, notamment par rapport aux distances minimales, des, constructions souterraines non apparentes là, qu'on appelle dans notre dans notre réglementation, mais qui sont en fait les stationnements souterrains. Donc il y a des marges là, pour ces constructions-là. On vient déroger, aux marges minimales qui sont prescrites. Puis, il y a des dérogations qui sont associées aux, largeurs des allées de circulation, pour venir les restreindre parce qu'on est quand même à 6,7 mètres. Puis là, la dérogation, ça va être 6,2 mètres. Et finalement, dérogation par rapport au ratio de cases de stationnement. Notre réglementation prévoit 1,25 cases par logement. Là, on vient autoriser, 0,5 cases par logement. Et pour, l'usage commercial également, on déroge au minimum qui est prescrit, qui varie selon l'usage là et la superficie puis c'est calculé selon, la superficie de plancher. On vient simplement le fixer à 5 dans ce cas-ci. Au niveau de l'architecture, on vient diminuer la proportion minimale de maçonnerie qui est exigée, donc on passe de 80 à 60. Puis au niveau de l'aménagement paysager, il y a une dérogation par rapport au verdissement. En fait, là, la superficie maximale, d'une cour arrière qui peut être, utilisée pour le stationnement, c'est 35. Par contre, pour le locat où il y a le triplex, étant donné que la cour est très, très petite, cette superficie-là est dépassée. Puis finalement, on déroge à, l'obligation d'avoir une zone tampon gazonnée et plantée le long des lignes arrière de l'eau. Parce qu'on exige déjà le verdissement là, entier du site. Donc, on vient compenser dans les conditions du PPC-moi, là, donc on l'exige pas. Au niveau de la gestion des matières résiduelles, on autorise, hem, les, le l'entreposage, en fait, là, temporaire, des déchets dans la cour avant pour le lot 5 puisque l'entrée, vers le stationnement souterrain se fait à partir de la cour avant. Donc, question de logistique, là, c'est beaucoup plus simple de le faire comme ça. Par contre, ça demeure uniquement en cour latérale et arrière pour les autres lots. Hem Au niveau de la visibilité de ces espaces de remisage temporaire-là, on vient ajouter la possibilité de les dissimuler par de l'aménagement paysager plutôt que simplement clôturé ou emmuré. Puis, finalement, au niveau des espaces, de ces espaces-là, là, pour les usages commerciaux, la réglementation prévoit un par établissement, mais là, on prévoit que comme le local commercial, fait partie intégrante du bâtiment, résidentiel, cet espace-là peut être jumelé avec, celui qui est requis pour l'usage résidentiel. Pour les espaces de chargement, il y en a minimalement un pour tous les bâtiments de 60 logements et plus, mais comme on est venu prévoir des zones de débarcadère, à même la promenade centrale, on a retiré cette obligation-là. Même chose pour l'établissement commercial. F Puis au niveau des enseignes, dans le fond, les enseignes d'identification, donc souvent, ça va être, le nom de l'immeuble ou avec le numéro civique, là. Présentement, notre réglementation, on prévoit un seul par bâtiment, mais étant donné que les bâtiments du projet, ont façade sur la promenade centrale et souvent sur, une voie publique en même temps, on est venu augmenter ce nombre-là à 2 et on a aussi augmenté la superficie, en fait, là, les dimensions maximale de cette enseigne-là, on passe de 1 mètre carré à 2 mètres carrés. Et finalement, hem,
Le dernier, élément auquel on déroge, c'est les objectifs et critères d'évaluation du projet de notre règlement sur, les PIAD. Donc, les chapitres applicables, normalement, sont, accessibilité universelle et transition écologique et construction hors toit. On retire, le chapitre 4 transition écologique, parce qu'on vient en fait, compenser. On est beaucoup plus strict là dans, le notre l'annexe G qui sont les objectifs et critères d'évaluation que j'ai présentés là plutôt, propres au projet. Le chapitre 3 puis chapitre 4, 28 pardon, demeurent applicables. Puis, il y a une petite coquille, le dernier ça a pas. Donc ensuite, on doit faire l'analyse de conformité du projet, à certains, aux documents de planification, en fait, là, c'est-à-dire au plan d'urbanisme et de mobilité de la Ville de Montréal. Donc l'analyse a été effectuée et le projet est conforme, là, aux thèmes principaux sur, lesquels portent les dispositions applicables. Donc au niveau de la densité, des affectations, de tous les thèmes là, qui sont mentionnés sur la diapositive. Là. Je vais pas toutes les lire. Puis finalement, le projet est évalué en fonction des critères d'évaluation d'un PPC-MOI qui se trouve à même notre règlement sur le PPC-MOI. Donc, ça, c'est l'ensemble des critères d'évaluation. On considère que le projet respecte l'ensemble des critères. Puis le critère 9 en fait, là, qui concerne les heures de stationnement en façade et non applicables puisqu'il n'y a pas de stationnement en façade. Et je vais passer la parole à Simon pour le processus d'adoption. Merci Mireille. On peut passer effectivement à la prochaine diapositive. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est le calendrier des étapes subséquentes. Donc, après l'Assemblée publique de consultation de ce soir, le conseil d'arrondissement se prononcera sur le second projet de résolution le 1er juin prochain. S'en suivra la publication d'un avis public qui provoquera la période d'approbation référendaire durant le mois de juin. Je reviendrai dans les prochaines diapositives sur la période d'approbation. S'en suivra après l'adoption finale de la résolution qui est prévue à la séance de juillet pour ensuite recevoir le certificat de conformité durant la période estivale. Ce que vous voyez à l'écran, c'est les dispositions qui sont susceptibles d'approbation référendaire. Donc, en d'autres mots, c'est les éléments sur lesquels vous pouvez vous opposer. Donc, on a entre autres le nombre de logements par bâtiment, les marges minimales, la distance entre les constructions souterraines ou l'aménagement des espaces libres, les espaces de remisage des déchets et aménagement d'une cour arrière. Pour qu'une demande ne soit valide, elle doit provenir d'une zone visée ou d'une zone contiguë. On va avoir la carte à la prochaine diapositive de ces zones-là. On doit indiquer clairement l'objet de la demande, c'est-à-dire la disposition sur laquelle vous vous opposez. Cette demande-là doit être signée par au moins 12 personnes de la même zone ou la majorité si cette zone-là compte moins de 21 personnes et elle doit être déposée à l'arrondissement au plus tard le 8e jour de la publication de l'avis public. Donc, à partir de la publication de l'avis public, vous avez 8 jours pour déposer votre demande. Et finalement, vous avez le plan en fait, des 2 zones visées par le projet et des zones contiguës. Donc, ça comporte 14 zones au total qui peuvent déposer une demande d'approbation référendaire. Si vous ne êtes pas au courant dans quelle zone vous habitez, je vous invite à aller sur le site de montréal.ca, à la carte interactive pour trouver ces informations-là. Sinon, on reste disponible à greffe.lassalle à commercial montréal.ca si jamais vous avez des questions. Merci beaucoup. Alors, on arrive à la période de questions du public ou questions ou commentaires. Alors, s'il y a des questions, on se présente au micro en se nommant, s'il vous plaît. Comme personne ne souhaite poser de questions, ceci mettrait fin à notre présentation de ce soir. Alors, merci à mes collègues pour leur support et à Mireille qui a fait l'essentiel de la présentation. Merci beaucoup. Alors, sur ce, je vous souhaite à tous, à toutes une belle soirée et à bientôt.